Quoi de neuf doc, spécial expérimentation animale. C'est un débat chelou. Ah non. Ah non. Ah ouais, oui. Non, ouais. Alors moi, j'ai une première question, du coup, plus pour toi, Clotilde. Du coup, tu disais que le fait d'avoir les nouvelles technologies permettait d'être moins invasif et donc d'avoir une population de vaches, dans ton cas, testée plus importante. Du coup, est-ce que finalement, ces technologies ne conduisent pas à faire plus de tests sur plus d'animaux et auraient cet effet un petit peu pervers de multiplier les tests et l'expérimentation animale ? Alors c'est vrai, c'est une bonne remarque. La différence, c'est que on fait des tests qui ne sont pas forcément douloureux pour les animaux. Et donc, en fait, l'animal, et en l'occurrence la vache, va avoir une vie complètement normale. On ne va pas la sortir de son environnement. C'est juste qu'avec son fonctionnement normal, on va essayer de mesurer plein d'autres paramètres pour comprendre en fait, son fonctionnement digestif via différentes situations et stress mais des stress de causes potentiellement naturelles, comme des stress thermiques, comparer le fonctionnement digestif d'une vache dans le Sahara par rapport en France. Voilà, c'est plus pour avoir un suivi individuel de chaque animal. Après, effectivement, on peut imaginer que si on veut tester un produit et qu'on veut uniquement savoir quel est l'impact sur le pH ruminal, et ben, au lieu d'en prendre 5 cannulés, on pourrait en prendre 50 non cannulés et leur donner ce produit-là. C'est aussi possible. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment on met au point un changement de méthode. Donc, tu parlais du cachet là qu'on met et qui détecte des acidités dans le rumen, il me semble. Donc, quelles sont, en gros, parce que j'imagine que c'est très long, les étapes qui font qu'au bout d'un moment, on décide que c'est sans danger pour l'animal et que c'est avec peu de danger pour l'animal et qu'on va s'autoriser à le faire, quoi. Alors déjà, il y a une première question dans ta question, c'est pour valider ces outils, ces nouvelles technologies, il faut déjà avoir des phases de test, c'est-à-dire que il faut quand même qu'on continue d'utiliser des animaux expérimentaux où on a accès au contenu digestif pour bien vérifier que la mesure qui est donnée par le capteur est bien celle réelle mesurée par des techniques, je vais dire historiques et puis de référence. Donc, voilà, il y a toujours cette phase déjà où, pour nous, on ne peut pas se passer d'animaux expérimentaux. Par contre, au lieu d'en avoir 10, un ou deux, ça nous suffirait. Et donc, après, pour valider ces nouvelles techniques, c'est pareil. La première étape, c'est celle que je viens de décrire. Et puis après, pour voir que ça n'a pas d'impact sur les animaux, là, c'est pareil, c'est des tests de comparaison via d'autres espèces. Par exemple, on se posait la question sur la taille des capteurs. Et au final, c'est une taille que la vache, elle a l'habitude des fois d'ingérer naturellement dans un pré parce qu'elle va manger, elle va trouver un bout de bois, elle va le manger. C'est la taille d'un bout de bois, donc au niveau taille, ça pose pas de problème. Après, on a récupéré ces capteurs-là à l'abattoir. C'est pareil, ils n'ont pas été détruits, ils ont été intacts. Donc, on se dit qu'ils ne se sont pas dégradés dans le rumen. Voilà, après, c'est une technologie qui est là à peu près depuis 5 ans. On a un peu de recul, on commence maintenant un peu à avoir de recul. Mais effectivement, pour l'instant, ça commence tout juste à se démocratiser à l'échelle grand public. Jusqu'à maintenant, c'était uniquement en conditions expérimentales. D'accord. Et donc, ça gêne pas du tout le processus de rumination Non. En fait, c'est un capteur qui va se positionner dans un endroit très spécifique du rumen. Et en fait, on voit qu'il ne bouge pas parce que quand on récolte les données, il faut qu'on soit à une distance maximum de 20 cm. Donc, on sait à 20 cm près où se situe le capteur. Et on remarque qu'il est toujours au même endroit. Et donc, ça n'a pas d'impact sur l'animal, quoi. Et ça fait quand même 200 litres, un rumen de vache. Donc, y a de la place. Et alors, je me pose une question, moi, en termes de communication. Est-ce qu'il y a des formations quand on touche des animaux comme ça, quand on veut communiquer après, si ça passe dans un journal ou quoi,
pour l'expliquer sans choquer et sans faire non plus des fois de la langue de bois. Ça doit pas être facile, donc je sais pas si ça existe. Pour rajouter à ce que tu dis, j'imagine que vous devez être pas mal attaqué par les associations de défense des animaux, etc. Enfin, moi, je me rappelle que ma mère travaille à l'INRA et que sur les canules, ils se font attaquer tout le temps. Et donc, pour compléter ce que dit Antoine, j'imagine que vous êtes pas mal questionné. Alors, la première réponse que je vais avoir, c'est déjà, en fait, on est plus questionné que si on travaille avec des souris. Enfin, voilà, vous me regardez tous, vous me posez tous la question parce qu'en fait, au final, la vache, c'est un animal avec lequel on a plus d'interaction, peut-être, en tant qu'être humain, et du coup, ça nous touche plus. Donc, déjà, il faut avoir cette notion en tête. Et après, par exemple, typiquement, quand on a une formation à expérimentation sur gros animaux qui est spécifique, c'est un module complémentaire de la formation expérimentale sur rongeurs. Et donc, pendant cette formation, on aborde un peu cette vulgarisation et cette diffusion d'informations. Après, j'ai envie de dire, c'est à double tranchant aussi, parce que étant donné que c'est des êtres qui sont un peu plus sensibles selon nos codes humains, en fait, on est plus limité que travailler avec des souris. Et donc, même nous, déjà, on a une conscience qui est quand même bien développée. Donc, voilà, je pense qu'il y a tout ça qui rentre en jeu. Et après, c'est notre outil de travail, entre guillemets. Donc, on doit s'en charger. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Donc effectivement, on n'a pas réellement de formation propre pour expliquer aux gens, mais en fait, c'est vraiment très très important pour nous d'apprendre à vulgariser, essayer de voir un peu ce qui se dit dans la communauté scientifique, pour en fait essayer de dédramatiser les choses comme on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, ok, on fait des expérimentations sur les animaux, mais on essaie de les faire dans les meilleures conditions possibles. Je pense que c'est important. Donc on n'a pas encore de formation, mais je pense qu'à l'avenir, je pense que même ça a déjà commencé quand on voit tous les modules sur l'expérimentation animale qui arrivent, où en fait on a une composante, nous, genre on avait une matière qui devait faire 100 heures, et sur les 100 heures, on avait 50 heures de législation, à peine une dizaine d'heures d'expérimentation, et après le reste c'était des cours. Mais là, après, dessus, normalement, ils vont se greffer justement ce genre de cours pour apprendre à vulgariser. Mais il y a déjà des modules d'expérimentation animale, niveau 1, niveau 2, pour maîtriser la chirurgie, etc. Et je ne sais pas si c'est abordé dedans. Dans le niveau 2, moi, j'en ai. Ouais, la vulgarisation est abordée. Pour le gros animal. Parce que ça fait en tout 53 heures et 38 heures de formation. Donc, on n'est pas lâché comme ça dans la nature quand on fait de l'expérimentation animale non plus. Donc, et je voulais ajouter quelque chose, mais ça n'a rien à voir du tout avec le débat. C'est que moi, admettons, je ne travaille pas directement sur les animaux, je travaille directement sur l'homme. Et en fait, on est face à un problème, c'est le don. Donc moi, je travaille sur le cancer du cerveau. Donc forcément... je suis face au don de morceaux de tumeurs suite à la chirurgie en neurochirurgie. Et je pense qu'il y a un manque aussi de sensibilisation du grand public au don, admettons, suite à la chirurgie d'un bout de leur tumeur pour la recherche. Et on est face à des problèmes éthiques où on se retrouve avec un manque d'échantillonnage, alors qu'on pourrait justement pas se passer totalement d'expérimentation animale, mais commencer déjà des tests directement sur des tumeurs de patients, mais il nous manque cet accès. Voilà, c'était juste mon petit mot. Donnez votre cerveau. Alors moi, c'était juste en complément de ce qui a été dit sur la communication au grand public. En fait, donc le projet sur lequel je travaille... Mélissa, de l'Agence spatiale européenne, a un démonstrateur au sol à Barcelone, et ils ont des rats qui respirent de l'oxygène produit par de la spiruline. Et les rats, en fait, sont donc très bien traités, ils sont dans leur cage, tranquilles. Ils ne font que respirer de l'oxygène qui est produit par une algue, et du coup, l'algue utilise leur dioxyde de carbone expiré. Et rien que pour ça... déjà, c'est des procédures très lourdes, mais quand on en parle au grand public, on nous demande d'être vigilants, parce que si on dit qu'on a des rats, tout de suite c'est interprété, on fait de l'expérimentation sur les rats pour le spatial, alors que c'est pas du tout le cas. Ils sont vraiment juste là pour tester un processus de couplage entre une microalgue qui produit de l'oxygène et un compartiment rat. Si on voulait avoir des humains, il nous faudrait une taille de laboratoire beaucoup plus grosse, donc c'est pour ça qu'on a 3-4 rats, quoi. Mais du coup, vous regardez quand même ce qui se passe sur leur organisme.
Non, ils n'ont pas de capteur, ils n'ont rien. Ils sont vraiment juste... Enfin, ils sont dans une cage fermée, avec des lumières. Ils ont à manger, ils ont à boire. Et nous, ce qui est mesuré, c'est l'oxygène qu'ils expirent. Mais d'un point de vue... Enfin, on va analyser l'air qui sort de la boîte. D'accord. Là où c'est un témoin de vie, en fait. Comment ? C'est un témoin de vie, ils vivent, donc ça marche, quoi. C'est un peu ça le... Ouais, le non, critère on qui est- regarde quand même combien d'oxygène... Enfin, on D'accord, regarde les taux quantité aussi. d'oxygène et de CO2, ouais. Alors ça tombe bien, personne ne veut le micro et puis il va falloir qu'on termine l'émission. Je vais juste peut-être ouvrir un peu le débat, ça pourrait faire une prochaine émission. Pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, pour le moment on ne crée pas des enfants pour faire des expérimentations dessus, on ne crée pas des êtres humains. C'est quand même intéressant, c'est que là on est passé pour l'animal d'un système, on va dire très permissif, à un système d'autorisation sous condition. Il faut savoir que sur ce qui est embryon humain, on est passé en 2015 d'un système d'interdiction à un système d'autorisation sous condition. Donc finalement on a des systèmes très très proches pour l'expérimentation animale ou l'expérimentation sur l'humain in vitro, pas encore in vivo. Mais je pense que c'est des choses qui sont assez proches et que ça mériterait aussi, pourquoi pas, un autre débat, une autre émission. Voilà, je lance des pistes. En tout cas, je vous remercie à tous d'être venus discuter ce soir de l'expérimentation animale. Je pense qu'on en a tous appris un petit peu plus. J'espère que grâce à vous, les auditeurs ont pu se forger leur propre opinion, car c'est mieux de se faire son avis en ayant quand même des arguments différents et des arguments de personnes qui travaillent sur l'expérimentation animale. Alors, malgré tout, je pense que tout le monde a pu l'observer, même si tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, il n'y avait quand même pas de gros débats méchants, personne s'est tapé dessus. Donc je pense que malgré tout, on est revenu sur en tout cas ici, on est arrivé à un certain consensus sur l'expérimentation, d'accord, mais s'il n'y a rien d'autre et pas n'importe comment, je crois que c'était un petit peu l'idée. En tout cas, si vous voulez retrouver les différents arguments de nos invités, n'hésitez pas à réécouter cette émission en podcast sur le site de la radio, www.campus-clermont.net, ou sur le site de l'association Doctovergne, donc doctovergne.fr, ainsi que les vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez également toutes les émissions précédentes, qui sont variées, mais qui sont elles aussi intéressantes. Puis peut-être qu'à l'avenir, vous trouverez la suite de cette émission avec l'expérimentation sur l'être humain. En tout cas, on se retrouve très vite, puisque nous serons à l'antenne dès mercredi prochain pour une nouvelle émission. Je profite aussi rapidement du temps qui reste pour vous dire que Doctovergne organise un colloque transdisciplinaire la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, donc du 6 au 8 juin à l'école de droit de Clermont-Ferrand, avec le 6 juin au soir des courts-métrages donc sur l'étranger, cet inconnu, ce qui est le thème du colloque pendant 2 jours, où vous avez des intervenants d'un petit peu toutes les disciplines. Vous pouvez retrouver le programme en ligne sur le site de l'association ou sur le Facebook de l'association également. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous quitte en musique avec le titre My Life is a Cage de The Aim. Bye bye. C'est joli. Ils étaient en colère, monsieur ? Hein ? Ils étaient en colère pour ma voiture ? Non, c'est pour tailler rafler ta voiture. Ouais, non, tu serais pas arrivé avec cette tête-là. Elle a posé le Non, vêtement non, sur il la était table. pas en colère. Non, en fait, il m'a demandé, il était un peu en colère, il m'a demandé c'est pour vous et tout. Il dit, ah bah non, c'est pas ma voiture. Oui, c'était court-métrage. Et après, du coup, il était, ah bah je suis désolée.